Voilà, mesdames et messieurs, merci encore une fois de plus. Nous vous a branché sur www.voiceofcongo.net, toujours dans le cadre de informé. Voilà, aujourd'hui nous sommes ici à 5 ans, au place Martin Fayoul. D'ici là, à défendre programme Olo. À cause de la campagne, surtout ceux qui sont congolais, vont passer une chance d'élire président de la République à côté de la programme. Et voilà la raison pour laquelle tout l'accès programme Oyo Martin Fayoul Madidi a présenté na ba congolais tout à l'heure là tout ce côté na kati bomona nous avons les kati programme ya Martin Fayoul eza ndenge en tout cas puisque swanga tout côté na kati puis on se retrouve juste après. Stratège. Monsieur Mende avait dit que nous étions incapables, mais il devait se servir de moyens. La pétition est initiée dans la RDC et celle du Pôle politique par Ivo Canyo se va qui mobilisée. Unis par le sang, laissons nos fronts. Unis pour cet événement. Ça va se présenter comme suit. Nous allons recevoir quelques questions. Le candidat président va dire. Monsieur et dames, présidents des partis, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectives, bienvenue. Que nous accueillons aujourd'hui au centre interne comme candidat à la présidentielle 2018. Eh bien, merci madame. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Voilà, je crois que les journalistes, on doit pouvoir s'organiser pour que je puisse voir le public et qu'on communique avec le public. Il y a les représentants de mes collègues candidats présidents de la République qui sont ici et vous savez que nous sommes unis dans cet effort, dans cette entreprise pour une alternative nouvelle. Nous voulons changer les Congos et je me permets, je profite de ce micro pour démentir un tweet qui circule et qui m'est attribué. Je vais présenter ce programme, investir dans les citoyens pour développer la RDC. Alors, nous avons besoin de l'écran. Je ne sais pas, les journalistes. Sentez-vous à l'aise, ceux qui veulent retrousser les manches, ils peuvent retrousser leurs manches. Vous pouvez vous mettre à genoux, s'il vous plaît.
par investir dans les citoyens pour développer la République démocratique du Congo. C'est un programme ambitieux. Nous voulons attaquer l'homme congolais. Nous voulons aujourd'hui laisser cette idée que le Congo est potentiellement riche. Le Congo a des richesses énormes. 24 000 milliards de réserves minières. La première richesse, c'est l'homme. Parce que si vous ne développez pas l'homme, si vous n'équipez pas l'homme, vous n'aurez absolument rien et les minéraux vont rester dans notre sous-sol, on ne fera rien avec. Voici la RDC aujourd'hui. La guerre. La guerre, partout, à l'Est, partout dans la République. La misère. Voilà l'éducation. Ça, c'est une école. Un enfant qui va à l'école, seul, là, il est en train de suivre les cours de philosophie. L'école. Regardez le banc. Si un enfant de 7-8 ans utilise ces bancs, comment il sera quand il aura 20 ans? Ça, c'est une école sans toit, rien, et ces murs peuvent s'écrouler sur les enfants. Ça, c'est une salle d'accouchement. Une salle d'accouchement. Et regardez les lits, la table d'accouchement, de l'autre côté, les lits en bois. Je ne sais pas si une dame placée sur ces lits peut accoucher correctement. La RDC, les immondices partout. Regardez l'état, ici c'est à Kinshasa. Regardez l'état de Kinshasa. Et c'est ça la RDC. La RDC, il n'y a pas de route. Absolument pas. Il n'y a pas moyen de se communiquer. En 1958-59, on nous a dit qu'on pouvait prendre la voiture ici à Kinshasa, une Volkswagen pour aller à Bukavu. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je vais vous donner quelques indicateurs macroéconomiques pour que vous réalisez la réalité du Congo aujourd'hui. Nous sommes en 2017, prenez simplement 2017. 2017, la population est à peu près à 81 millions d'habitants. Le taux de croissance de la population en moyenne est de 21%. Le PIB, le produit intérieur brut courant dans notre pays est à 37 milliards 240 millions, c'est-à-dire presque le même produit intérieur brut que la Côte d'Ivoire. Nous avons 81 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire a moins de 20 millions d'habitants. Ce produit intérieur brut est légèrement deux fois moins que le produit intérieur brut du Kenya. Le Kenya a plus de 70 milliards de dollars. Et ça découle, le produit intérieur brut par habitant, 458 dollars. J'arrondis à 460 dollars. 460 dollars par an pour un Congolais en moyenne. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cet argent? Et si vous recourez à l'histoire, vous allez voir qu'en 1960, nous avions un produit intérieur brut supérieur, un produit intérieur brut par habitant supérieur à celui du Canada. Nous avions 218 et le Canada 210. Aujourd'hui, le Canada est à plus de 30 000 dollars par habitant. Les taux de croissance de la population, du produit intérieur brut, je passe. Les exportations, regardez, 10 milliards de dollars. C'est un pays pauvre. Ce n'est même pas le budget d'une université américaine. Les importations, 12 milliards de dollars, absolument insignifiant. Donc, nous avons une balance commerciale déficitaire. Donc, nous importons plus que nous exportons. Comment est-ce que ça peut être possible? Un pays qui a plus de 80 millions d'hectares de terres arables, un pays qui a de la province
de l'Équateur, l'ancien Équateur, est plus grand que la Malaisie. Et la Malaisie exporte pour 20 milliards de dollars par an d'huile de palme. Or, l'Équateur peut produire l'huile de palme et importer plus. Seul l'Équateur. Alors, si vous ajoutez les Kasaï, le Bandundu, le Congo central et d'autres provinces, donc, nous pouvons avoir, juste pour un produit, autant de milliards de dollars. C'est moi ou bien les micros? Allô? Allô? S'il y a un micro... Là. Voilà. Alors là, ce qui est grave, c'est l'indice du développement humain. Regardez là où nous sommes, presque parmi les derniers du monde. Donc, on n'a pas de soins de santé, on n'a pas d'éducation, on n'a absolument rien. Et donc, les indicateurs sont là. Pourquoi tout cela? C'est la corruption. Ce pays est gangréné par la corruption. Ce pays-là, en 2017, nous sommes 166e sur 183 pays enquêtés. Est-ce que c'est normal? Comment est-ce qu'un investisseur peut venir investir dans ces pays? Que ce soit un investisseur étranger ou un investisseur local, personne ne peut, parce que vous avez des situations où à chaque fois on vous demande de l'argent. J'ai travaillé pour Mobile et à une époque, même pour avoir un passeport, et nous devions nous référer, aux États-Unis pour payer quelque chose, ce qu'ils appellent facilitating payment. Parce que sous d'autres cieux, c'est considéré comme la corruption. Je donne ici le taux de croissance ou la croissance de la population congolaise depuis 1980. Depuis 1980 jusqu'en 2030, nous sommes partis avec une population de 27 millions de personnes. Et là, aujourd'hui, nous sommes, j'ai dit tout à l'heure, 81 millions. Et en 2030, nous serons à 108 millions 594 personnes. 108 millions. Millions de personnes. Et regardez la proportion des gens qui habitent en ville et des gens qui sont dans les milieux ruraux. Et vous allez voir, on a commencé en 1980, il y avait 28% des gens qui étaient des urbains et 71,3% des ruraux. Et en 2050, on sera presque 50-50. Et ça, c'est important. Si vous n'avez pas un programme conséquent, si vous ne prenez pas ces problèmes à bras le corps, c'est que nous allons avoir une famine, une misère, et ce sera une ville où on ne saura pas quoi faire parce qu'il y aura des bandes armées qui vont s'organiser. Pas une ville, pas Kinshasa seulement. Matadi sera pareil, Lubumbashi, Kikwit et les autres grandes villes du pays, comme a compris. En conclusion, la RDC est devenue la risée du monde. Il n'y a pas à commenter. On passe. C'est devenu la risée du monde et tout le monde entier aujourd'hui ne comprend pas ce qui arrive dans notre pays. Et donc, si nous sommes réellement des hommes et des femmes responsables, capables, on se regarde, nous, yeux dans les yeux, on ne peut pas accepter que cette situation s'éternise. Maintenant, pour aller plus loin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une vision. Et ma vision, c'est très simple. Bâtir un Congo prospère. Un Congo libre et prospère qui offre au peuple congolais l'opportunité d'améliorer sa condition de vie. Et j'aime bien quand je vais ailleurs, on dit que nous ici, dans ce pays, nous, on offre des opportunités et chaque citoyen saisit ces opportunités pour améliorer sa condition de vie. Et pour ça,
On ne peut pas faire quelque chose dans la vie, en tout cas c'est ma conception, sans les valeurs. Quelles sont les valeurs que nous défendons? Moi je défends les valeurs, comme on dit, judéo-chrétiennes, les valeurs d'humanisme, en commençant par l'amour, la liberté, le travail, la solidarité, l'intégrité, jusqu'à la protection de l'environnement. La responsabilité, la diversité. Dans une société, nous ne sommes pas tous, comment dire, on n'a pas tous les mêmes chances. Il y a des gens qui sont nés avec handicap, il y a des gens qui ont des problèmes, et il y a les hommes et les femmes. Il faut tenir compte de tout ça. Donc, je ne peux pas travailler si je ne me conviens pas avec mes compatriotes des valeurs que nous devons mettre en avant. Et c'est pour cela, pour nous, c'est très important. Comme on le dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se conviennent d'avance. Donc, ces valeurs-là, c'est très important. Aujourd'hui, on n'apprécie pas le travail. Les gens sont devenus oisifs. Il y a des gens qui vont travailler pour gagner 60 $ par mois. Mais il y a des gens qui ne font absolument rien, qui sont des mendiants, ils sortent avec 500 $ par mois. Et ce n'est pas possible. Voilà, le programme que je présente aujourd'hui s'appelle « Investir dans les citoyens pour développer la RDC » comme je l'avais dit tout à l'heure. Et ce programme a des piliers. Les piliers qui soutiennent le programme. D'abord, le social-libéralisme, notre doctrine politique. Nous sommes des sociaux-libéraux, c'est-à-dire oui à l'économie des marchés, oui au marché concurrentiel, oui à la libre entreprise, à la propriété privée, mais aussi il faut une régulation de l'État à côté de la régulation par le marché pour que l'État corrige certaines imperfections du marché. Deuxièmement, la citoyenneté. La citoyenneté, parce que nous voulons être de bons citoyens, des citoyens qui ont certes des droits, mais aussi des responsabilités. Et puis, troisième pilier, les pactes pour le développement. Ces programmes, ce n'est pas un programme sorti d'un bureau, d'un groupe d'amis. C'est un programme qui a été testé. Nous sommes partis à l'intérieur du pays. Nous sommes partis, d'ailleurs, je dois remercier par exemple le National Democratic Institute qui nous a aidés. À l'époque, c'était avec les MLC, les MSR. Nous sommes partis dans le Congo central, à Matadi, pour tester notre programme sur la jeunesse et l'éducation. Ce programme a été testé. Ce programme, ça vient des gens qui, les Congolais, qui savent ce qu'ils veulent. Donc, le pacte pour le développement, c'est qu'est-ce que le peuple veut? Est-ce qu'on va mettre une usine sidérurgique là où le peuple n'a pas besoin? Non. Donc, nous devons être en harmonie avec le peuple. Quatrième pilier, la gouvernance intègre. Chers amis, on va voir si ces pays aujourd'hui comme ça, c'est à cause de la corruption. Personne ne fait confiance au Congo. Donc, nous voulons demain être des gens intègres, avoir un pays où les gens peuvent venir investir, ils savent que j'investis mon argent et au retour, je vais gagner. Mais s'il y a des problèmes, je vais m'adresser à la justice et les lois de la République sont les mêmes pour tout le monde et je vais, être guidé par la justice du pays. Cinquième pilier, la réconciliation. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Si vous allez en Ituri, on va vous dire que les Ema et les Lendu se tuent. Vous allez en Équateur, vous avez les populations qui se tuent. Vous allez au Kasaï, on dit non, il y a les Kamona Sampo. On a instrumentalisé la population congolaise. Nous ne pouvons pas accepter ça. Et nous devons tous nous réconcilier. Le président Kasavubu disait en 1960, au premier Parlement, il disait que je suis très content et je vois la cohésion nationale.
Et cette cohésion nationale, il y a une volonté du peuple congolais de vivre ensemble. Et cette volonté nationale, nous allons tout faire. Ça, c'est le président Kasavubu, paix à son âme, qui parlait. Nous allons tout faire pour que les chambres s'en occupent et renforcent cette cohésion nationale. Le dernier pilier, c'est la règle gagnant-gagnant, en anglais win-win. Vous investissez, vous êtes investisseur, vous devez gagner. Le pays doit gagner. Le peuple congolais doit gagner. Personne ne peut venir ici mettre son argent et puis quelqu'un demain le renvoie comme un malpropre en disant que non, monsieur, madame, vous partez. Non. Nous devons avoir cette règle pour ceux qui ont fait la théorie des jeux. Vous savez, il y a une règle de jeu qu'on appelle le jeu coopératif. Le jeu coopératif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas forcément obligé de gagner, 1-0 ou 5-0. Vous gagnez, vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir 5-5, pas égal. Non. Le jeu coopératif, c'est qu'on peut avoir 10 à se partager. Vous avez 7, moi j'ai 3, mais on a gagné tous. Parce qu'on a mis les règles du jeu, on s'est convenu des règles du jeu. Donc, nous allons appliquer ces jeux-là. Voilà les éléments clés du programme. Donc, il y en a 32 éléments clés, en commençant par l'état des droits, paix et sécurité, éducation, recherche et innovation, agriculture, gouvernance intègre et tolérance zéro corruption, emploi, ministère de la route, du rail, des eaux et de la mobilité nationale, jeunesse, administration publique, ordre écologique national, eau, électricité et gaz, santé, tourisme, mines, hydrocarbures, économie numérique, industrie, bâtir un beau pays par un nouveau code de l'habitat, de l'urbanisme et de l'architecture du paysage, fiscalité, les banques de développement. C'est très important. On va certainement dans les questions, vous vous poserez des questions là-dessus. Intégration régionale, nous sommes entourés de 9 pays et nous appartenons à des organisations sous-régionales et régionales. Et c'est très important, on ne peut pas se développer seul. Et un pays voisin ne peut pas croire que lui se développe et laisse les voisins dans l'état de sous-développement. Femmes, personnes vivant avec handicap, sport, devoir de citoyenneté des entreprises, armée, police et services de renseignement, renouveau culturel congolais, réécrire notre histoire, diaspora au cœur du redressement, réforme constitutionnelle. Voilà les éléments clés de notre programme. Alors, maintenant ce programme a été écrit, je vous ai donné les points que nous allons traiter, que nous avons traités dans le programme, mais ici je ne parlerai pas de tous ces 32 points, je vais résumer, prendre 6 ou 7, mais ce programme a reçu une contribution. Et dans cette même salle, le ministre honoraire Didier Moumé Bleu, et il nous avait dit que ces livres, je les mets à la disposition de tout le monde. C'est 4 propositions, je crois, qui contenaient ces livres. Je les mets à la disposition de tout le monde et c'est lui qui veut les utiliser, qu'il les fasse. Et nous avons trouvé, dans le programme que je viens de citer, dans les éléments clés du programme, vous avez ces 7 éléments qui viennent de ces livres bleus, c'est-à-dire les ministères de la route, du rail, des eaux et de la mobilité. Nous avons trouvé une idée très géniale, c'est concret, c'est frappant et nous l'avons pris. L'ordre écologique national et tout ce que vous voyez ici, jusque la diaspora au cœur du redressement. Réécrire notre histoire, c'est fantastique et nous pensons qu'on ne peut pas continuer à vivre et aller de l'avant si on ne connaît pas son histoire, si on n'a pas de ressorts, si on n'a pas de ressources, parce que dans l'histoire, on se ressource et on se projette vers l'avenir.
Dans ces programmes, voici nos priorités. Il y en a 7. Il y en a 7. Vous allez dire pourquoi vous avez mis 7. Souvent, on demande aux gens quelles sont vos 3 priorités, vos 3 premières priorités. Mais nous, on a mis 7 parce que ce pays, c'est un pays à reconstruire. L'état de droit, première priorité. La paix et la justice. Je suis parti à Goma. Et à Goma, quand on développait le programme, j'ai été voir les communautés. Et à chaque fois, je demandais qu'est-ce qu'on doit faire pour vous si je deviens demain président de la République. Qu'aimeriez-vous que je fasse en priorité? Je dis, oh, M. Fayoulou, arrêtez-nous avec ce genre de questions. Pour nous, c'est la paix. Si vous nous mettez ici dans ces pays, vous nous obtenez la paix, nous savons faire le reste. Éducation et recherche et innovation. Important pour nous. Singapour n'a absolument rien. La Suisse n'a pas une seule, on ne peut pas comparer en richesse avec une seule province du Congo. Regardez la Suisse. Regardez la Malaisie. Mais pourquoi nous sommes comme nous sommes aujourd'hui? L'agriculture, autrefois fleuron de l'économie congolaise. L'agriculture. J'ai parlé des palmiers nains. J'ai parlé, de la Malaisie. Le palmier nain a été développé ici par l'Institut INERA de Yangambi. Les Malais sont venus, ils ont pris ça ici. Ils sont partis développer chez eux. Aujourd'hui, ils sont riches avec ces produits. Gouvernance intègre et tolérance zéro, corruption, l'emploi, les ministères de la route, du rail, des eaux et de la mobilité nationale. Ça, ce sont nos priorités. Mais je parlerai aussi dans les documents ici de la fiscalité. Parce que sans fiscalité de développement, on ne peut pas se développer. Voilà les propositions sur l'état de droit. Très simple. On doit, je ne veux pas dire qu'on doit rentrer dans le monde, mais on doit être comme les autres. On ne peut pas écrire une constitution et la saboter et ne pas la respecter. La première chose, nous allons veiller au respect strict de la Constitution. Nous allons resacraliser, passez-moi les termes, nous allons resacraliser le serment du président de la République contenu dans l'article 74 de notre Constitution. C'est important. On ne peut pas dire une chose et faire son contraire. C'est comme ça qu'on ne nous prend pas au sérieux. Aujourd'hui, vous dites 1 plus 1 égale 2. Et demain, vous dites 1 plus 1 égale 3. J'ai lu les livres de Mme Clinton et il a dit que quelqu'un aux États-Unis a réussi à faire comprendre aux Américains que 1 plus 2 est égal à 5. Si vous lisez son dernier livre, vous allez voir. Donc, demain, il faut que ce qui se trouve dans la Constitution soit sacré. S'il y a un problème, les filles et les fils de ces pays doivent passer par la procédure normale, avoir des discussions avec les communautés pour que cet article qui fait problème fasse l'objet d'une modification. Nous allons veiller à ce que les contrôles parlementaires soient réellement effectifs. Il n'y a pas de contrôle parlementaire. J'avais écrit à monsieur le président de l'Assemblée nationale, ma mémoire ne me fait pas défaut, le 9 avril 2013. Je lui ai écrit une lettre en disant, et cette lettre il a lu, et il est venu à l'Assemblée nationale, il a décrété un huis clos. Il a dit que j'ai reçu une lettre très intéressante, et je vais lire, voilà, j'avais 6 points, mais je vais donner seulement 2 points. Le premier point, ou un des points, c'était les contrôles des ressources mises à la disposition de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas notre argent, c'est l'argent du contribuable, pas de contrôle. Deuxième point, c'était le point sur la nationalité. Le 9 avril, je disais au président de l'Assemblée nationale
Mais vous savez que les lois que nous votons ici, c'est des lois qui peuvent être attaquées parce qu'il y a des étrangers dans cette assemblée. Et tant d'autres points, c'est resté lettre morte. Et pourtant, il avait promis qu'il allait réagir par rapport à ça. Nous disons que demain, moi si je suis président, le président de la commission économique et financière de l'Assemblée devra être quelqu'un qui fera partie, qui sera membre d'un parti qui n'est pas au pouvoir, pour avoir respecté les contrôles. Vous n'avez rien à faire, à craindre. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. Le cardinal Mosengo le disait, il continue à le dire tous les jours. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. Assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Aucune interférence du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif ne sera tolérée. Instaurer la règle tolérance zéro corruption dans l'administration et de la justice, et tout magistrat qui sera pris en flagrant délit de corruption sera radié à vie. Et vous allez voir, il y a des propositions très, très draconiennes. Pour la corruption, fonctionnaire, n'importe qui, on vous attrape, on va investiguer, on va faire une enquête. Vous avez des immeubles, vous avez des bâtiments, vous avez des biens, et vous devez les justifier. Si on vous attrape, vous devez justifier tout. Et si vous n'arrivez pas à les justifier, on retire tout ce que vous avez et vous allez en prison. Paix et sécurité. Nous allons restaurer l'autorité de l'État dans toutes les provinces et nous devons nous assurer qu'il y a une administration qualifiée et pourvue de moyens financiers, matériels et humains adéquats. Aujourd'hui, j'ai sillonné le pays. Quand vous allez dans certaines administrations, dans certains territoires, vous vous posez la question, est-ce que je suis dans une administration de l'État? Je suis dans un bureau de l'État. Nous allons œuvrer pour que l'accord cadre du 24 février 2013, signé par 11 pays d'Afrique à Addis Abeba, soit révisité et discuté avec beaucoup plus d'engagement ferme de la part des signataires. Dans cet accord, il y a des engagements pour la RDC, il y a des engagements pour les autres pays. Mais l'accord n'a jamais été respecté. Et le Congo lui-même prend cet accord avec beaucoup de légèreté. Et nous devons nous asseoir, nous regarder et nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Comment nous pouvons nous organiser pour que le Congo soit en paix et que cette paix assure le développement et du Congo et de la région. Nous allons réformer complètement les secteurs de la défense nationale, la défense, la police et les services de renseignement. Je ne vais pas traiter la défense. Si vous entrez dans les documents, vous allez voir ce que nous proposons pour la défense. Nous allons mettre fin à l'insécurité à l'est de la République, en Ituri, au Kasaï au pluriel, et dans toutes les autres zones d'insécurité que compte le pays. C'est ultime, c'est primordial, parce que sans sécurité, sans paix, on ne peut absolument rien faire. Nous allons assurer l'intégrité territoriale par un corps spécial et bien formé. Nous allons demander à tous les pays voisins d'accepter avec l'aide de l'Union africaine et des Nations unies les rapatriements de leurs ressortissants clandestins se trouvant sur le sol congolais. Le Congo a toujours été un pays hospitalier. Si vous êtes là pour exercer des activités qui vont vous bénéficier et faire bénéficier aussi le Congo, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes là pour s'aimer la discorde, pour occasionner l'insécurité, et nous allons demander à ces pays, calmement, gentiment, en négociation, d'accepter le rapatriement de leurs concitoyens. Nous allons distribuer, nous allons tout faire pour que soient distribués équitablement les revenus issus des exploitations minières dans les zones minières. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent des armes parce qu'ils disent que non,
on prend nos ressources et nous ne bénéficions pas. Vous allez voir tout ça aussi dans la responsabilité des citoyennes, des sociétés. Éducation, recherche et innovation. Très important pour nous. Je crois que sans éducation, personne ici ne serait ici et dire que moi, je suis Tartampion, je suis Kingandi ou tel. Non. Et c'est très important. Personne ne peut accepter de demeurer dans sa condition d'origine. L'homme doit changer, l'homme doit se développer, mais il doit se développer comment? Qu'est-ce que nous faisons des enfants congolais aujourd'hui qui vont aller? L'enfant qu'on a vu là-bas, c'est dans une province de l'Équateur. Mais quand est-ce que lui utilisera l'ordinateur? Quand est-ce qu'il va entrer dans les médias sociaux? Donc, pour ça, nous allons augmenter significativement la part de l'éducation nationale dans le budget de l'État pour atteindre au moins 30% du budget national. Aujourd'hui, l'éducation nationale est à moins de 8%, moins de 10%. Pourquoi? Et même les 8-10% qu'on donne, c'est écrit sur papier, on ne réalise jamais. Et dans ces budgets, plus de 70%, c'est à payer les fonctionnaires, à payer les enseignants. Donc, c'est très important pour nous, l'éducation, la recherche et l'innovation. Et il y a des pays qui mettent la France, par exemple, qui est un pays qui est déjà très développé, qui a un niveau d'enseignement très élevé, mais 6,6% de son PIB à l'éducation. 6,6%. Le budget de l'éducation pour la France, c'est plus que le produit intérieur brut du Congo. Nous allons organiser les états généraux de l'éducation nationale pour définir une nouvelle politique nationale de l'éducation. Et nous allons décréter l'école obligatoire et gratuite pour tous les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans. On ne dit pas ce qui est dans la Constitution que les primaires, l'école primaire est gratuite. Non, jusqu'à 14 ans, quand l'enfant peut choisir maintenant d'aller dans un enseignement professionnel ou suivre des filières, les autres filières. Donc, l'enfant doit savoir lire et écrire et l'État doit s'engager pour atteindre cet objectif-là. Nous allons engager les pays dans l'alphabétisation intensive des adultes et des jeunes non scolarisés. 1 500 000 à 2 millions d'alphabétisés par an. Lisez les 7 péchés d'Hugo Chavez. Hugo Chavez a fait ça chez lui. Donc là, nous allons alphabétiser les hommes et les femmes dans les cours d'éducation civique, par exemple. Nous allons profiter de l'alphabétisation pour assurer des cours de citoyenneté à la population congolaise. Nous allons requalifier la politique générale de l'éducation nationale qui doit œuvrer pour une formation technique et professionnelle à côté d'une formation universitaire de qualité. Tout le monde ne peut pas être, licencié en droit, en relations internationales, en économie. Mais nous n'avons pas de plombiers. Dans ces pays, les maçons allaient travailler au Togo, au Congo-Brazza, au Gabon, et aujourd'hui, on n'a pas de bons maçons. Il y a des gens qui construisent ici, ils appellent la main-d'œuvre. Est-ce que c'est normal? Et nous avons des millions et des millions de gens au chômage ici. Donc, nous avons requalifié la politique générale de notre éducation. Renforcer la réglementation sur les conditions d'ouverture et de fonctionnement des écoles et des universités. Tous les établissements d'enseignement qui ne remplissent pas les conditions fixées par la loi seront fermés. Il y a d'autres propositions, par exemple, créer des centres d'excellence, créer des bourses pour le meilleur, créer des bourses pour envoyer les enfants dans des formations techniques et spécialisées dans les meilleures universités du monde. Là, nous avons sélectionné ces 5. L'emploi. Et là, c'est un problème sérieux. On n'a pas de statistiques. On ne connaît pas le nombre de chômeurs dans ces pays.
combien de Congolais ont un emploi formel, rémunéré correctement, payé, et tout le matin, il s'est dit, il doit se lever et aller au travail, au boulot, comme on dit, et que sa famille doit vivre correctement avec ce travail. Il y en a combien? On n'a pas les chiffres. Il y en a qui parlent de 90%, des chômeurs, 80%, 50%, mais il n'y a pas un emploi. Nous n'avons pas voulu prendre les chiffres parce que nous avons mené une étude sérieuse. Et nous nous sommes dit, le monsieur qui est sur l'avenue, la rue Lodja, à Kassavubu, qui répare les voitures, vous le mettez dans quelle catégorie? Il n'est pas recensé. La maman qui, le matin, prend son panier, il va à la boulangerie, elle prend des pains, revient au marché vendre. Vous la mettez dans quelle catégorie? Et nous allons régler tous ces problèmes-là. Donc, nous allons formaliser les secteurs informels, y compris l'activité agricole et l'activité minière artisanale. C'est possible de créer des entreprises individuelles. Et là, ça nous permettra aussi d'élargir l'assiette fiscale. C'est important. Nous allons formaliser l'économie. Et c'est possible de le faire si nous avons un état de droit, si nous avons des hommes et des femmes sérieux qui pensent que le développement de leur pays, leur tient à cœur. Nous allons encourager l'esprit d'entreprise pour permettre aux jeunes de créer leurs propres entreprises dans différents domaines de la vie nationale, notamment la culture, les nouvelles technologies, l'agriculture, l'industrie et dans les tertiaires. C'est difficile d'accepter. Regardez la richesse que nous avons ici. Il y a un monsieur qui s'appelle Hernando de Soto, un péruvien. Il a écrit un livre en anglais qui s'appelle « The Capital ». Si vous traduisez en français, c'est pourquoi le capitalisme a réussi dans les pays dits développés et a échoué dans les pays, les nôtres, du tiers-monde, et dans les pays communistes. Simplement, je vais sur Victoire. Les parcelles de maisons de Victoire aujourd'hui, vous ne les avez pas à moins de 200, 300 000 $. Mais si un papa qui habite Victoire, qui a son bâtiment, sa propriété, avec les titres de propriété à lui, son fils qui vient de terminer ses études à l'ISTA, ingénieux, capable de faire beaucoup de choses, il va investir. Il ne peut pas. Il a besoin de 10 000 $. C'est monsieur qui a un fonds de 300 000 $ qui traîne, il ne peut pas lever 10 000 $ dans ces pays. Et Hernando de Soto dit que l'Afrique pouvait lever des fonds plus que l'aide au développement si son titre foncier était garanti et si il était bien managé. Donc nous allons tout faire pour aider les jeunes, les start-up. Et vous verrez, nous allons créer des banques de développement. Et quels sont les emplois? Il y a beaucoup de start-up, il y a beaucoup de petits emplois, mais c'est l'emploi. Et nous pouvons les créer ici. Nous allons encourager les Congolais de l'étranger à rentrer au pays dans le cadre d'un programme incitatif, élaborer des communs accords avec eux. Nous, aujourd'hui, il n'y a pas de chiffres réels. On se fonde sur des chiffres pour les Congo. Il y a une étude qui est sortie il y a 2-3 mois qui parlait des remittances, donc des transferts nationaux dans leur pays. Les Congos n'ont pas donné les chiffres. Mais il y a un chiffre qu'on a ici. Pour 2011, on disait que les Congolais avaient transféré près de 9 milliards de dollars cette année-là. Mais ce chiffre-là est correct parce que dans les chiffres qu'on a donnés pour le Nigeria, je prends le Nigeria, on a dit que l'année dernière, les Nigériens de l'étranger ont transféré 20 milliards quelque chose. Alors, si je fais la règle des 3 simples, les Nigérians, ils sont à peu près à 180
millions. Et nous sommes à 80 millions, donc un peu 2 fois moins. Et les comportements des Africains dans cette matière-là est le même. Et même le comportement, j'ai vécu 3 ans au Nigeria, et même le comportement des Congolais pour les deuils, pour les fêtes, pour envoyer l'argent ici, la rentrée scolaire et tout ça. Donc, les Congolais, 10 milliards de dollars par an, 2 fois plus que le budget du pays. On ne fait rien avec ça. Donc, ces messieurs et dames peuvent rentrer chez eux, créer des entreprises. Quand ils viennent ici, on leur fait des problèmes. Pour avoir des passeports, ils ont des problèmes. Quand ils sont là-bas, ils ont pris d'autres nationalités. Pour avoir des visas, ils ont des problèmes. Nous allons régler cette question de nationalité. On verra ça dans les réformes constitutionnelles. Alors, nous continuons. Alors, fiscalité maintenant. Et c'est là où nous devons être créatifs. C'est là où nous devons sortir des sentiers battus. C'est là où nous devons être des responsables. Et ne pas croire que nous vivons comme Robinson Crusoe dans une île où il est seul et il fait ce qu'il veut, que les autres ne connaissent pas. Non. Donc nous allons opérer une réforme fiscale qui doit maintenir pour les personnes physiques le système actuel de progressivité de l'imposition. Mais pour les entreprises, toutes les entreprises, nous allons appliquer un taux unique de 20%. Au lieu de 30% d'impôt sur le bénéfice, nous allons réduire ça à 20%. Vous allez dire, non, écoutez, vous laissez passer les revenus. Non. Aujourd'hui, combien d'entreprises payent cet impôt-là? Ou payent les impôts en général? Et les taxes? Combien? J'ai regardé les chiffres. On me dit, en 1960, il y avait près de 7000 entreprises donc, industrielles au Congo. 6500 quelque chose. En 1980, on est descendu à 4000. Et là, aujourd'hui, nous sommes à 166. 166 entreprises. Quand j'étais gosse, pendant la saison d'été, la saison sèche, nous allions à l'imité industriel, vendre ce qu'on appelait, nous, dans les jargons des Quinois, des coubelets. Mais tout l'imité, c'était des industries. Tout Ingabois, Kobega, telle industrie. Aujourd'hui, il n'y a absolument rien. Donc, nous allons faire en sorte que le mécanicien qui est sur Dibaya, à Kassavobo, que lui, demain aussi, paye l'impôt. Quand on va lui dire que c'est 20%, on va dire, ah mais tiens, pourquoi je ne paierai pas 20%? Je suis en règle et je suis comptabilisé et je peux bénéficier des avantages. C'est-à-dire, j'ai mon comptable qui me fait les documents, les états sociaux que je peux, que les banques, dont les banques ont besoin pour m'accorder un crédit. Pourquoi je ne ferai pas ça? Au lieu d'être embêté, tel agent vient et que je commence, je dis, bon, tiens, Matabisi, prends ça, vas-y, l'autre vient demain. Non. Si nous mettons ce taux de 20%, ce serait un taux attractif et tout le monde. Donc, on élargirait l'assiette, donc la base de l'impôt, et les gens, donc, on gagnerait beaucoup plus d'argent. Donc, l'État aura beaucoup plus d'argent pour financer son programme d'investissement et même financer son fonctionnement. Nous allons fusionner l'administration fiscale dans un seul organisme et simplifier la procédure fiscale. Aujourd'hui, vous ne savez les nombres. Si vous rentrez dans les documents, il y a des taxes rémunératoire, il y a telle taxe, il y a telle... C'est impossible. La DGRAD, la DGI, l'OFIDA et tout ça, non, ça n'est trop. Il faut cesser. Et les entrepreneurs, les patrons d'entreprise, les hommes et les femmes d'affaires n'ont pas vocation à se mettre tout le temps à discuter avec le fisc. Ils ont vocation à voir comment faire prospérer leur entreprise. Comment maximiser leurs bénéfices, parce que c'est ça la loi. Maximiser les bénéfices. Si vous n'arrivez pas à maximiser les bénéfices dans des périodes difficiles, vous cherchez à minimiser beaucoup. Très simplement, la règle économique.
procéder à la suppression de plusieurs taxes dites rémunératoire et réviser le système d'imposition de celles qui seraient retenues. Nous allons informatiser intégralement, mais progressivement, les procédures d'assiette, des déclarations, des recouvrements et des contrôles. Tout le monde doit se sentir à l'aise. Il doit pouvoir payer son impôt, il doit pouvoir participer au développement de l'économie parce que c'est un devoir. Nous avons dit que nous devons être des bons citoyens. La citoyenneté, c'est aussi payer ses impôts, c'est aussi protéger son pays contre l'agression extérieure. Réforme constitutionnelle. Et chers amis, mesdames et messieurs, et là, nous devons être sérieux et responsables. Nous disons ici, l'article 9 de notre Constitution a été changé. Nous voulons revenir sur l'énoncé de l'ancienne Constitution et proclamer que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. L'article 10 de la Constitution qui dit ceci, je cite, « La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre nationalité. » C'est bien, c'est bien. Mais j'ai discuté avec mes frères et sœurs du Kivu, j'ai discuté partout pour faire la proposition que nous faisons. Nous disons que demain, nous avons des enfants partout. Mais les miens, rassurez-vous, les miens ont la nationalité congolaise. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé leur nationalité. Pour la petite histoire, mon dernier fils devait naître aux États-Unis. J'ai travaillé là-bas. Ma femme était enceinte et je devais être muté en France. Mais pour aller en France, je devais d'abord rentrer ici pour prendre le visa de la France parce que je ne pouvais pas l'avoir à Washington. Mais mon bill m'a dit, bah, écoutez, M. Fayoulou, rentrez, vous laissez la femme ici, elle va accoucher, il n'y a pas de problème, de toutes les façons, l'enfant sera américain. Je dis non. Mon enfant, s'il doit naître au Congo, au Zaïre à l'époque, doit naître au Zaïre. Nous sommes rentrés ici. Et nous sommes partis en France. Il est né quelques jours après en France. Et aujourd'hui, il a la nationalité congolaise. Je lui ai dit, c'est à toi, à 18 ans, de choisir. Moi, mais cela ne veut pas dire qu'on doit priver d'autres enfants, d'autres filles et fils de ces pays, qui ont appris d'autres nationalités pour des raisons diverses. Et c'est pour cela que nous disons, comme la question fait débat, dans un premier temps, nous ouvrons la nationalité. La nationalité congolaise peut être détenue concurremment avec une autre nationalité, sauf ou excepté les 9 pays limitrophes. Là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On ne va pas nous attaquer. Non, nous disons simplement que la nationalité congolaise peut être détenue concurremment avec une autre nationalité, excepté les 9 pays voisins. Ce n'est pas une discrimination. Et encore, on parle de discrimination positive. Ce n'est pas une discrimination. Nous n'avons rien, on n'a pas de problème avec les frères et sœurs des autres pays. Mais nos communautés, et c'est comme ça que nous avons dit, les pactes pour le développement, c'est ça aussi. Les pactes pour le développement, j'étais à la conférence nationale souveraine. Je ne connaissais pas très bien ces problèmes. Et les frères et sœurs du Kivu, et c'est depuis ce temps-là que j'ai commencé à prendre ces problèmes à bras le corps. Les frères et sœurs du Kivu nous ont dit, citoyens Fayoulou, à l'époque, ça, si vous, ici, à Léopoldville, vous amusez avec cette affaire, cette question, vous allez nous manquer. Bon? Donc, j'ai étudié cette question. Je suis parti à Goma, j'ai réuni les communautés, les 7 ou 8 communautés. J'ai discuté avec eux pour tester cette affaire. Je suis parti dans les Congo central, j'ai testé cette affaire. Je suis parti dans les Kasaï, j'ai testé cette affaire.
Je suis parti dans les bandundous, les grands bandundous, tester cette affaire. Et je crois, et nous avons testé ça partout, nous pensons que nous pouvons essayer d'ouvrir cette affaire pour arrêter avec cette... Nous avons des enfants qui ont des diplômes que nous n'avons pas. Ils ont des compétences qu'il n'y a pas ici. Mais ces enfants veulent revenir ici. On vous dit qu'aux États-Unis, il y a une dame congolaise qui a mis, qui a mis sur pied cette technique pour les batteries, les Tesla et tout. Elle est là. Elle est américaine, mais elle peut, si elle a pris la nationalité américaine, elle peut être congolaise. Elle peut jouer et aux États-Unis et, ici. Si vous avez un enfant ici meilleur, basketteur et tout ça, vous avez 2 enfants, vous dites que celui-là, il est en 6e année des humanités ou, je ne sais pas, ici à l'Athénée de la Gombe. Mais ici, à cette période, qu'une équipe de basket aux États-Unis l'a repéré et on va lui donner le visa, il va à l'ambassade des États-Unis, on va lui donner le visa. Mais si vous avez un autre fils qui étudie dans la même école, que lui n'a rien, il dit que non, moi je vais aller apprendre l'anglais aux États-Unis, on ne lui donnera pas. Mais pourquoi? On a besoin des compétences. Nous allons réviser l'article 71. Cet article qui a été révisé le 11 janvier 2011 au Sénat, illégalement, contre les règlements intérieurs du Sénat. Cet article instituait les élections présidentielles à 2 tours. Et au Sénat, sans inscrire cette question au calendrier de la session extraordinaire, on a débattu cette question et on a ouvert. Et simplement parce que le président Tshisekedi rentrait au Congo. Il est rentré, fin 2010, et les gars ont dit, écoutez, là, il y a un problème. Il y a un problème, si on laisse cette affaire, ça sera tout sauf. Et ils sont partis. On ne peut pas accepter. Aujourd'hui, voilà les problèmes, on nous crée des problèmes. Ah, mais dans l'opposition, est-ce que vous parlez des candidats communs? Est-ce que... Mais s'il y avait 2 tours, premier et second tour de l'élection présidentielle, on n'aurait pas eu de problème. Donc, nous allons rétablir le second tour de l'élection présidentielle. Article 72. Ce sont les conditions pour être président de la République. Comme nous ouvrons la nationalité, et nous devons insérer dans le point 1, les conditions, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, je crois, 5. Insérer ne posséder que la nationalité congolaise d'origine. Pour l'instant, les libérés, c'est posséder la nationalité congolaise d'origine. Alors là, comme on doit, aussi respecter certains principes, certaines règles, si vous êtes, congolais et une autre nationalité, vous pouvez jouir de tous vos droits. Mais pour la magistrature suprême, là, au moins, on dit n'avoir qu'une nationalité. Article 149. Nous allons rétablir cet article dans sa formulation originale. Aujourd'hui, le parquet général de la République fait partie du gouvernement. Où est l'indépendance de la justice? Nous allons revenir à l'ancienne formulation. L'indépendance judiciaire, on liste bien, y compris le parquet général. Nous allons revisiter toutes les révisions constitutionnelles de janvier 2011. Parce qu'il n'y a pas que l'article 71, il y a d'autres. Nous allons les revisiter sérieusement parce que, et ça ne fera pas, l'objet d'une décision unilatérale. C'est des discussions pour que les gens comprennent ce que nous voulons et décident pour leur pays. Voilà. Maintenant, comment je vais financer ces programmes-là? Comment je vais financer ces programmes? Là, le premier, sel. Nous avons le budget actuel, 5 milliards.
on vous déclare oui, mais on n'a jamais atteint ou dépassé 5 milliards. Donc ces budgets-là, ces ressources-là existent parce que le budget congolais est voté en équilibre. Donc on commence d'abord par les ressources et après on affecte les emplois. Donc les 5 milliards sont là. Le deuxième, nous avons la gouvernance intègre. Si nous mettons en place une fiscalité de développement, il y a M. Luzo Lobambi et même le Premier ministre de Matata à l'époque parlaient de coulage. Parlaient de 15 milliards de dollars de coulage dans cette économie-là. Et c'est vrai. Alors nous disons, avec une fiscalité responsable des développements, nous pouvons, avec une gouvernance intègre, tolérance, corruption zéro, nous pouvons récupérer 12 milliards. 5 milliards existants, 12 milliards grâce à l'état de droit. Les gens savent que les règles sont respectées, les gens sont sérieux, ils respectent leurs paroles, ils ont des valeurs. Et là, si nous allons là-bas investir, nous allons avoir les résultats de nos investissements. Donc, nous pouvons y aller et nous allons payer les impôts. Le monsieur qui a l'Odja et tout ça, demain, aujourd'hui, payer 0, demain, il pourra payer 30. C'est de l'argent. 30 multiplié par plusieurs millions, vous avez beaucoup d'argent. Alors, et là, nous avons ce que nous appelons la coopération efficace et structurée. Coopération. J'ai suivi la première ministre britannique, Madame Theresa May, était dans le pays anglophone, pays africain. Elle a dit qu'elle amenait à peu près en dollars 6 milliards de dollars. 6 milliards. Qu'est-ce que nous gagnons? Il y avait ce qui s'est passé en Chine dernièrement, 60 milliards, dont je crois 40% des dons. Je dis bien coopération efficace et structurée. On ne va pas aller s'endetter pour s'endetter. Ça, c'est la coopération. Dans les dons, dans les choses qu'on nous donne, le pays ici vit de beaucoup de dons. Je ne vais pas commencer à citer les pays qui donnent, j'ai des chiffres dans ma tête. Tous les pays de l'OCDE et tout ça, c'est qui donnent au Congo. Mais si nous structurons cette coopération, et là, nous pensons que nous pouvons avoir 5 milliards de dollars à ce niveau. Ici, dans la coopération efficace, nous avons dit 3 milliards, pardon. 3 milliards. OK? Alors, maintenant, ici, j'avais sauté les nouveaux investissements. Attendez, mon pointeur. Voilà. Là, les nouveaux investissements de 5 millions, 5 milliards. Si nous avons mis en place cet état de droit, où les lois sont respectées, où les gens sont sérieux, où il y a la main-d'œuvre efficace et tout ça, les investisseurs vont venir. Les investisseurs, tant étrangers que nationaux. Il n'y a pas de... Quel est cet homme politique ou, comment dire, homme d'affaires congolais qui peut se targuer aujourd'hui d'avoir des milliards? On fait des listes ici. Absolument rien. Il n'y a pas un Congolais, pas un seul Congolais qui peut... Quand vous allez au Nigeria, on parle de Aliko Dangote, de Dantata, de Madame de tel et de tel. Mais ici, comment un pays ne peut pas avoir du capital? Quand vous n'avez pas de capital national, vous ne pouvez rien faire. Comment un pays ne peut pas posséder un capital? Donc, là, les investisseurs peuvent venir, comme je dis, investissement direct étranger et investissement, local. Ici, nous avons les emprunts. Voilà. Nous pensons que nous pouvons emprunter de l'argent. Même localement,
Il y a beaucoup de Congolais qui ont des bas de laine. Il y a nos frères et sœurs qui sont en Europe, les 10 milliards qu'ils envoient. C'est improductif. Mais on peut diviser par 2 ou par 3, ou prendre, je vais dire, 30%, 3 milliards, investir. Ils achètent des bons. Le président Alassane Ouattara a financé son programme, une grande partie avec des emprunts locaux et étrangers. Nous pouvons recourir aussi à cette technique qu'on appelle la titrisation. On peut titriser. Nous avons des minéraux, des choses. On peut évaluer ça, avoir des certificats et aller gager. Donc il y a l'argent, on peut trouver l'argent. Je viens ici, messieurs, mesdames, pas pour vous dire, voilà, je vais tant, mais je vous dis d'où viendra l'argent. Et ça, c'est ce que j'appelle les best cases. Si je vous donne les best cases, je pourrais aller plus loin. Mais là, gardons l'hypothèse conservatrice pour dire, voilà. Et les derniers, la croissance. Nous devons avoir une croissance. Donc, quand vous avez tout ça, l'emploi, l'agriculture, création d'emplois, et je crois que j'ai sauté quelque chose ici qu'on n'a pas mis, non, parce qu'on n'a pas parlé de... non, dans l'emploi, je n'ai pas dit qu'on créerait au total 5 100 000 emplois par an. Pendant 5 ans, en moyenne 5 millions. Et dans les 5 millions, 2 400 000 dans l'agriculture, 200, 300 000 dans le tourisme. Les tourismes, la Tunisie emploie 400 000 personnes dans ce secteur. La Tunisie, 400 000 personnes. La République sud-africaine, l'Afrique du Sud, a près de 10 milliards, 8,9%, 10% à peu près de son PIB, c'est le tourisme. Mais regardez, moi j'ai été en Afrique du Sud plusieurs fois, regardez ce qu'offre l'Afrique du Sud. Et regardez ce qu'offre les Congo en matière de tourisme. Allez ici en Bazangongo, des grottes. Allez au Kivu, partout. On ne fait que découvrir les choses. Allez au Katanga. Je parle de l'ex-Katanga. Vous allez partout. Rochero Taboulay, mon grand frère, paix à son âme, il me disait que lui, il était des Bagata, mais là-bas, tourisme, il y a des choses à visiter. Il y a des rivières qui se croisent. Une beauté exceptionnelle. Donc, nous pensons que nous pouvons rendre notre pays un pays touristique. Donc, il y a de l'argent. Alors, la croissance, 6 milliards de dollars, et qui nous donne au total 38 milliards de dollars par an. Donc, en moyenne, on va commencer certainement plus bas, et puis on va aller plus haut en moyenne. C'est-à-dire 38 milliards de dollars que nous allons utiliser pour le fonctionnement et pour l'investissement. Ça vous donne combien si vous multipliez 38 fois 5, 30 fois 5 ça fait 150, 8 fois 5 ça fait 40, rendre la tâche facile à ceux qui ne sont pas matheux, ça fait 190 milliards de dollars dans 5 ans. Et ça pourquoi ? Ça, c'est réaliste. Ça, c'est pour atteindre au moins en l'an 2030 un produit intérieur par habitant d'au moins 3 000 $. 3 000 $, le Congo-Brazza est déjà à ce niveau-là. Donc, dans 10 ans, si nous pouvons, avec tous les investissements, avec tout ce que nous allons engager dans ces pays, le pays sera un chantier. Et donc, nous sommes capables, et si nous sommes sérieux, de trouver cet argent pour financer notre programme.
Voilà, mesdames et messieurs, les programmes pour développer la RDC. C'était long, excusez-moi, mais je vais me couper. Merci beaucoup.